En cette année 2024, au cœur d'une France qui se croyait à l'abri des secrets d'État, un document singulier émergeait des profondeurs d'un passé que l'on pensait scellé. Un dispatcho sans numéro officiel, rédigé sur un papier filigrané d'une ancienne papeterie royale, portait le cello privé de la couronne. Au toucher, le papier était rêche, imprégné d'une odeur de vieux bois et de rouille, comme s'il avait respiré l'air confiné des couloirs internes pendant des décennies, dans l'humidité d'une gavetta 11 oubliée. Ce n'était pas un simple ordre administratif, c'était la tentative désespérée d'une famille royale de faire disparaître une vérité embarrassante, une manœuvre pour anéantir un lourd secret, par une cruelle ironie du destin et une exécution bureaucratique imparfaite. Cette destruction allait au contraire illuminer les recoins les plus sombres de leur histoire. Lorsque l'on comprendra qui a signé cet ordre et pourquoi, la perception de tout un système de pouvoir, de ses rituels de contrôle et de ses tabous institutionnels basculera irrémédiablement. L'expert en archivistique, mandaté par un observateur externe dont la discrétion était la seule armure, a identifié la composition de l'encre, le grain du papier, la pression exercée par le carimbo. Chaque détail technique parlait d'une authenticité funeste, d'une volonté délibérée de masquer. Si vous aimez démonter les secrets et les tabous du pouvoir, abonnez-vous à l'Histoire interdite et laissez un like. Dites-nous de quel pays vous regardez. Cela ouvre plus d'archives, révélant des vérités insoupçonnées. L'ordre était d'une simplicité trompeuse, inscrit à la main sur ce feuillet jauni. Transférer l'intégralité du fonds d'archives de la salle 3B vers un obscur archivo morto. Une destination désignée, au-delà du Rio au fond du domaine, accessible uniquement par un quai délabré et un degré étroit. Pourquoi déplacer des documents royaux vers un tel exil administratif, si loin des regards, dans un lieu quasi inaccessible? Le silence des motifs officiels est assourdissant. Cette opération fut présentée comme une réorganisation de routine, un protocole banal de gestion documentaire. Pourtant, les noms des agents chargés de cette tâche n'apparaissent sur aucun inventaire officiel des personnels. Leurs signatures, elles, figurent sur des reçus de transport non datés, retrouvés empilés dans une boîte sans étiquette. C'est là la première fissure dans le vernis du système, une preuve de l'exécution d'une tâche par des fantômes, une conséquence directe d'un péché systémique de dissimulation et d'opacité. Le véritable objectif, comme l'a révélé l'enquête minutieuse de l'observateur externe, était de faire disparaître les preuves d'une expropriation frauduleuse de terres fertiles, orchestrée il y a 10 ans. 10 ans! Le temps nécessaire pour que les mémoires s'estompent, pour que les témoins se dispersent, pour que la poussière recouvre la vérité. Ces terres, d'une valeur inestimable pour l'économie locale et la subsistance de familles entières, avaient été arrachées à leurs propriétaires sous le couvert d'une série de protocoles d'intérêt public. Qui a réellement bénéficié de cette manœuvre foncière, si habilement dissimulée? Le dossier incriminant, initialement désigné comme appenso à une affaire foncière mineure, avait été reclassé. Sa nouvelle identité administrative, annexe à un projet d'infrastructure nationale de grande envergure. Cette mutation administrative, cette danse des désignations, le rendait presque introuvable, sans la connaissance précise d'un code interne, un catalogue secret des classifications. C'est cette ingénierie du camouflage, ce jeu de cache-cache avec la vérité au sein même de la bureaucratie royale, qui constitue la véritable perversion du pouvoir, tordre les règles pour masquer l'inavouable. Le lodo détaillé de l'expert en archivistique, un document d'une précision chirurgicale et d'une rigueur implacable, mis en évidence des anomalies flagrantes, des rubriques falsifiées, des numérotations d'officios qui ne suivaient aucune logique chronologique établie. Les carimbos apposés sur certains documents, dont l'encre ne correspondait pas aux standards de l'époque indiqués par les dates, hurlaient la contrefaçon. Chaque page de ce rapport technique était une sentence silencieuse contre la vérité officielle, une preuve matérielle de la corruption morale du système. Mais le plus troublant, le véritable point de bascule de cette investigation
se trouvait au rodapé d'un registre de 2014 censé lister les documents transférés. Une minuscule inscription manuscrite, presque effacée par le temps et l'humidité, y était apposée. Clé froide. Cette référence cryptique, longtemps ignorée des archivistes traditionnels et des historiens de la cour, pointait vers un système de quoi exactement? Un mécanisme de sécurité ou un mot de passe pour des informations encore plus profondes? Cette référence cryptique, longtemps ignorée des archivistes traditionnels et des historiens de la cour, pointait vers un système de quoi exactement? Un mécanisme de sécurité ou un mot de passe pour des informations encore plus profondes? Le murmure de clés froides résonnait comme un écho d'une époque où les secrets ne se cachaient pas dans le numérique, mais dans les replis du papier, au cœur des archives mortes. Il s'agissait, selon les conclusions provisoires de l'observateur externe, d'un code interne, un protocole non officiel connu de quelques initiés seulement. Ce code désignait un ensemble de documents physiques conservés hors du catalogue principal, accessibles uniquement par une méthode détournée, une porte double dans un corridor interne du château principal, loin des regards. Ces documents, des codices aux relieurs usés et aux pages jaunies, contenaient les véritables registres des transactions foncières les plus sensibles de la couronne. Ils étaient la mémoire parallèle, la comptabilité occulte des décisions impopulaires. Pourquoi une telle duplicité? La réponse se trouvait dans le besoin de contourner la transparence, de tordre les règles établies. L'observateur externe, en croisant les données du laudo archivistique avec les témoignages anonymes d'anciens fonctionnaires subalternes, des engrenages intermédiaires du système, désormais libérés de leur serment de silence, a pu reconstituer une partie du puzzle. L'un d'eux, un ancien secrétaire de la salle 3B, se souvenait d'une discussion tendue, il y a une décennie, concernant un inventaire décalé. Une discordance entre ce qui était officiellement enregistré et ce qui était réellement déplacé. Un lapsus ou une révélation involontaire, le despacho sans numéro officiel, celui-là même qui ordonnait le transfert vers l'archivo morto, était en réalité une diversion. Son but n'était pas seulement de déplacer des archives, mais de créer une confusion délibérée, de masquer la disparition de certains codices clés qui auraient dû faire partie de ce transfert. Ces codices, dissimulés sous la désignation de clés froides, contenaient les véritables contrats d'expropriation et les noms des bénéficiaires réels. Qui pouvait bien avoir intérêt à un tel niveau de dissimulation? Une enquête plus approfondie, menée par le Perito Calligrafico, sur les rodapés d'autres registres datant de la même période, a révélé des micro-signatures à peine visibles. Des initiales qui ne correspondaient à aucun des employés officiels du service des archives. Tout indiquait l'intervention d'une entité extérieure ou d'une section clandestine opérant en marge des procédures établies. C'était là le cœur du péché systémique, la création d'une bureaucratie fantôme, conçue pour exécuter les basses œuvres sans laisser de traces. Le destin de ces terres fertiles, arrachées aux familles il y a 10 ans, est devenu plus clair. Le lodo d'un expert en cadastre, commandité en parallèle par l'observateur externe, a révélé que la valeur réelle de ces propriétés dépassait de loin les estimations officielles. Des gisements de minerais rares et des nappes phréatiques d'une pureté exceptionnelle avaient été découverts peu avant l'expropriation. Une information qui aurait dû être rendue publique, mais qui avait été sciemment retenue, enfouie sous des montagnes de paperasse administrative. La conséquence directe de cette manœuvre fut la ruine de plusieurs familles d'agriculteurs, des héritiers du dommage qui, sans terre, furent contraintes à l'exode. Leurs requêtes, leurs plaintes, leurs suppliques avaient été systématiquement ignorées, perdues dans les méandres d'une administration complice. Des officiels de contestation avaient été classés sans suite. Des protocoles d'appel avaient été rejetés pour des vices de forme mineure. Une justice à 2 vitesses, où les puissants écrivent les règles et les humbles en subissent les conséquences. Le rôle de la clé froide devenait alors limpide. Elle était le mécanisme par lequel la famille royale pouvait dissimuler les preuves de son enrichissement illicite. C'était un système de protection interne,
une garantie que même si les archives officielles étaient un jour examinées, les documents compromettants resteraient inaccessibles, cachés derrière un lacre invisible. Si cette histoire mérite annexes et croquis, écrivez Quero os annexos. Quand la voix de vous demandera, les annexes viendront en premier ici, pour éclairer chaque recoin de cette machination. Les agents dont les noms n'apparaissent sur aucun inventaire officiel, ceux qui ont exécuté l'ordre de transfert, étaient probablement des mercenaires administratifs, des hommes de main recrutés pour leur discrétion et leur loyauté aveugle. Leurs signatures sur les reçus de transport non datés étaient des preuves de leur existence, mais sans lien direct avec la structure hiérarchique officielle. C'est le signe d'une organisation qui opérait dans l'ombre, une entité prête à tout pour préserver les intérêts de la couronne, même au prix de la légalité et de l'éthique. Le plan était parfait dans sa perversité, utiliser la bureaucratie elle-même comme arme de dissimulation, créer un labyrinthe de règles et de classifications pour égarer quiconque tenterait de s'approcher de la vérité. Le cello privé de la couronne sur le despacho initial n'était pas un gage d'authenticité, mais une marque d'intimidation, un avertissement silencieux que cet ordre venait d'en haut, intouchable et incontestable. Mais le système, aussi sophistiqué soit-il, avait laissé une faille, un détail minuscule, une clé froide qui allait tout changer. Cette faille fut découverte par le chef de l'archive, un homme discret dont la routine méticuleuse avait toujours été sa meilleure protection. Il avait remarqué, en révisant un vieux registre de 2014, la minuscule inscription au RODAP, une anomalie qu'il avait d'abord ignorée, puis qu'il avait signalée à l'observateur externe, intrigué par la nature inhabituelle de la mention. Cette clé froide n'était pas un simple oubli, mais le vestige d'un système parallèle, une brèche dans le mur de silence érigé par le pouvoir. Il est probable que cette inscription ait été laissée par un ancien employé, peut-être un chroniqueur du palais ou un archiviste scrupuleux, qui, ne pouvant contester ouvertement les ordres, avait choisi de laisser un indice subtil pour les générations futures. Un acte de résistance silencieuse, une bouteille jetée à la mer de l'histoire, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un la trouverait et déchiffrerait son message. Un témoignage de la corruption morale qui régnait derrière les portes closes des institutions royales. Cette référence cryptique, longtemps ignorée des archivistes traditionnels et des historiens de la cour, pointait vers un système de quoi exactement? Un mécanisme de sécurité ou un mot de passe pour des informations encore plus profondes. Le murmure de clés froides résonnait comme un écho d'une époque où les secrets ne se cachaient pas dans le numérique, mais dans les replis du papier, au cœur des archives mortes. Il s'agissait, selon les conclusions provisoires de l'observateur externe, d'un code interne, un protocole non officiel connu de quelques initiés seulement. Ce code désignait un ensemble de documents physiques conservés hors du catalogue principal, accessibles uniquement par une méthode détournée, une porte double dans un corridor interne du château principal, loin des regards. Ces documents, des codices aux reliures usées et aux pages jaunies, contenaient les véritables registres des transactions foncières les plus sensibles de la couronne. Ils étaient la mémoire parallèle, la comptabilité occulte des décisions impopulaires. Pourquoi une telle duplicité? La réponse se trouvait dans le besoin de contourner la transparence, de tordre les règles établies. L'observateur externe, en croisant les données du laudo archivistique avec les témoignages anonymes d'anciens fonctionnaires subalternes, des engrenages intermédiaires du système, désormais libérés de leur serment de silence, a pu reconstituer une partie du puzzle. L'un d'eux, un ancien secrétaire de la salle 3B, se souvenait d'une discussion tendue, il y a une décennie, concernant un inventaire décalé, une discordance entre ce qui était officiellement enregistré et ce qui était réellement déplacé. Un lapsus ou une révélation involontaire, le despacho sans numéro officiel, celui-là même qui ordonnait le transfert vers l'archivo morto, était en réalité une diversion. Son but n'était pas seulement de déplacer des archives, mais de créer une confusion délibérée, de masquer la disparition de certains codex clés qui auraient dû faire partie de ce transfert.
Ces codex, dissimulés sous la désignation de clés froides, contenaient les véritables contrats d'expropriation et les noms des bénéficiaires réels. Qui pouvait bien avoir intérêt à un tel niveau de dissimulation? Une enquête plus approfondie, menée par le périto calligraphique sur les rodapés d'autres registres datant de la même période, a révélé des micro-signatures à peine visibles, des initiales qui ne correspondaient à aucun des employés officiels du service des archives. Tout indiquait l'intervention d'une entité extérieure ou d'une section clandestine opérant en marge des procédures établies. C'était là le cœur du péché systémique, la création d'une bureaucratie fantôme, conçue pour exécuter les basses œuvres sans laisser de traces. Le destin de ces terres fertiles, arraché aux familles il y a 10 ans, est devenu plus clair. Le lodo d'un expert en cadastre, commandité en parallèle par l'observateur externe, a révélé que la valeur réelle de ces propriétés dépassait de loin les estimations officielles. Des gisements de minerais rares et des nappes phréatiques d'une pureté exceptionnelle avaient été découverts peu avant l'expropriation. Une information qui aurait dû être rendue publique, mais qui avait été sciemment retenue, enfouie sous des montagnes de paperasse administrative. La conséquence directe de cette manœuvre fut la ruine de plusieurs familles d'agriculteurs, des héritiers du dommage qui, sans terre, furent contraints à l'exode. Leurs requêtes, leurs plaintes, leurs suppliques avaient été systématiquement ignorées, perdues dans les méandres d'une administration complice. Des officiaux de contestation avaient été classés sans suite. Des protocoles d'appel avaient été rejetés pour des vices de forme mineure. Une justice à 2 vitesses, où les puissants écrivent les règles et les humbles en subissent les conséquences. Le rôle de la clé froide devenait alors limpide. Elle était le mécanisme par lequel la famille royale pouvait dissimuler les preuves de son enrichissement illicite. C'était un système de protection interne, une garantie que même si les archives officielles étaient un jour examinées, les documents compromettants resteraient inaccessibles, cachés derrière un lacre invisible. Si cette histoire mérite annexes et croquis, écrivez Kéro aux annexes. Quand la voix de vous demandera, les annexes viendront en premier ici pour éclairer chaque recoin de cette machination. Les agents dont les noms n'apparaissent sur aucun inventaire officiel, ceux qui ont exécuté l'ordre de transfert, étaient probablement des mercenaires administratifs, des hommes de main recrutés pour leur discrétion et leur loyauté aveugle. Leurs signatures sur les reçus de transport non datés étaient des preuves de leur existence. Mais sans lien direct avec la structure hiérarchique officielle. C'est le signe d'une organisation qui opérait dans l'ombre, une entité prête à tout pour préserver les intérêts de la couronne, même au prix de la légalité et de l'éthique. Le plan était parfait dans sa perversité. Utiliser la bureaucratie elle-même comme arme de dissimulation. Créer un labyrinthe de règles et de classifications pour égarer quiconque tenterait de s'approcher de la vérité. Le celo privé de la couronne sur le despacho initial n'était pas un gage d'authenticité, mais une marque d'intimidation, un avertissement silencieux que cet ordre venait d'en haut, intouchable et incontestable. Mais le système, aussi sophistiqué soit-il, avait laissé une faille, un détail minuscule, une clé froide qui allait tout changer. Cette faille fut découverte par le chef de l'archive. Un homme discret, dont la routine méticuleuse avait toujours été sa meilleure protection. Il avait remarqué, en révisant un vieux registre de 2014, la minuscule inscription au rodapé. Une anomalie qu'il avait d'abord ignorée, puis qu'il avait signalée à l'observateur externe, intrigué par la nature inhabituelle de la mention. Cette clé froide n'était pas un simple oubli, mais le vestige d'un système parallèle. Une brèche dans le mur de silence érigé par le pouvoir. Il est probable que cette inscription ait été laissée par un ancien employé, peut-être un chroniqueur du palais ou un archiviste scrupuleux, qui, ne pouvant contester ouvertement les ordres, avait choisi de laisser un indice subtil pour les générations futures. Un acte de résistance silencieuse, une bouteille jetée à la mer de l'histoire, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un la trouverait et déchiffrerait son message. Un témoignage de la corruption morale qui régnait derrière les portes closes des institutions royales. La piste de la clé froide,
mena l'observateur externe et son équipe à une exploration minutieuse des plans du château. Un plan de 1887, retrouvé dans un inventaire annexe d'un vieux catalogue de la Bibliothèque royale, mentionnait une salle de garde-manger secondaire dont l'accès avait été scellé lors d'une rénovation majeure en 1950. C'était un espace oublié, une sorte d'interstice architectural dont l'existence même avait été effacée des registres modernes. Le temps avait recouvert cette pièce d'une couche épaisse d'oubli et de poussière. Avec l'aide d'un ancien intendant, un homme dont la mémoire était aussi précise que les rouages d'une horloge de palais. Ils localisèrent une porte double dissimulée derrière une tapisserie monumentale dans un corridor interne rarement emprunté. La serrure, d'un mécanisme archaïque, s'ouvrit avec une clé froide en fer forgé dont le dessin correspondait étrangement à une esquisse trouvée dans les notes personnelles du chroniqueur du palais. L'air y était lourd, froid, imprégné d'une odeur de papier moisi et de métal rouillé. À l'intérieur, des étagères du sol au plafond, couvertes de toiles d'araignée, abritaient des codices aux reliures de cuir patiné. Sur l'un d'eux, un titre gravé à la main, presque illisible. « Terre royale, affaires stratégiques ». Ce n'était pas une archive morte, mais une archive secrète, un véritable cabinet noir de la couronne. Le Perito Calligrafico, dont les doigts étaient maculés d'encre ancienne, examina les premiers documents sous la lumière tremblante d'une lampe de poche. Chaque page était un fragment d'une vérité refusée. Au cœur de ces codices, un acte de cession daté de 2014 portant la signature d'un membre éminent de la famille royale. Un sceau privé, identique à celui du despacho initial, mais cette fois apposé sur un document officiel. Preuve 1. Le document original avec signature royale. Ce n'était pas un simple accord, mais une ordonnance d'expropriation directe, sans la moindre mention d'intérêt public. Les bénéficiaires y étaient clairement désignés, une société écran dont les ramifications menaient directement à des fonds d'investissement contrôlés par la famille. Le Perito calligraphique confirma l'authenticité de la signature, non pas comme une contrefaçon, mais comme l'écriture même du prince régent de l'époque, dont la main tremblait légèrement sur les derniers traits. L'encre, analysée par un laboratoire indépendant, correspondait parfaitement aux standards de l'année 2014, contredisant les carimbos falsifiés des archives officielles. Preuve 2. Vérification technique de la signature et de l'encre. Le système de la clé froide était bien la machine à masquer, l'engrenage occulte qui protégeait les puissants. La conséquence de cette découverte fut immédiate et brutale. Ces terres, prétendument destinées à un projet d'infrastructure nationale, avaient en réalité été vendues à des conglomérats miniers étrangers via des intermédiaires royaux pour l'extraction des minerais rares dont la présence avait été découverte juste avant l'expropriation. Les profits, des milliards d'euros, avaient été redirigés vers des comptes offshore, échappant à toute fiscalité et à tout contrôle public. Preuve 3. Conséquence visible et directe de l'acte, c'était une perversion systémique, une trahison de la confiance publique orchestrée au plus haut niveau. Si cela a soulevé plus de questions que de réponses, abonnez-vous et activez la cloche. Le rapport parallèle arrive en premier pour ceux qui sont ici. La révélation de ces codices dans la salle secrète redessinait l'histoire officielle. Le prince régent de l'époque, dont la signature sur l'acte de cession de 2014 était désormais une preuve irréfutable, était l'architecte de la manœuvre. Ces terres, d'une valeur estimée à plusieurs milliards d'euros pour leur gisement minier, n'avaient jamais été destinées à l'intérêt public, mais à l'enrichissement illicite via des sociétés écrans. Cette vérité, longtemps enfouie sous des protocoles détournés, brisait le mythe d'une couronne intouchable. La lumière se faisait enfin sur ce qui était caché derrière la clé froide. La révélation de ces codices dans la salle secrète redessinait l'histoire officielle. Le prince régent de l'époque, dont la signature sur l'acte de cession de 2014 était désormais une preuve irréfutable, était l'architecte de la manœuvre. Ces terres, d'une valeur estimée à plusieurs milliards d'euros pour leur gisement minier, n'avaient jamais été destinées à l'intérêt public, mais à l'enrichissement illicite
via des sociétés écrans. Cette vérité, longtemps enfouie sous des protocoles détournés, brisait le mythe d'une couronne intouchable. La lumière se faisait enfin sur ce qui était caché derrière la clé froide. Fort de ces preuves irréfutables, l'observateur externe, assisté de l'expert en archivistique et du perito calligraphico, a compilé un rapport définitif. Ce dossier, épais et méthodique, détaillait chaque étape de la machination, depuis l'ordre de transfert falsifié jusqu'à la vente des terres, en passant par les fonds détournés vers des comptes offshore. Il incluait les facsimilés des codices, les analyses d'encre, les croquis des lieux secrets et les témoignages anonymes. Le chef de l'archive, par son acte discret, avait involontairement déclenché une onde de choc qui allait ébranler les fondations mêmes du pouvoir. La divulgation de ce rapport, d'abord dans les cercles restreints des médias d'investigation, puis publiquement, a provoqué une tempête sans précédent. La famille royale, déjà percevée comme la plus détestée de France, s'est retrouvée plongée dans un scandale retentissant. Les héritiers du dommage, ces familles d'agriculteurs spoliés il y a 10 ans, ont vu leur voix enfin entendue, leur souffrance reconnue. Des procédures légales ont été engagées pour la restitution des terres et des compensations financières substantielles. C'était la justice, lente et implacable, qui frappait à la porte du palais. Le prince régent, confronté à l'évidence des preuves et à la pression populaire, a été contraint de renoncer à toutes ses prérogatives, se retirant de la vie publique dans une disgrâce abjecte. Les agents anonymes, les exécuteurs du système qui avaient mené l'opération de destruction des archives, ont été identifiés et poursuivis pour complicité dans cette fraude massive. La clé froide, ce simple détail au rodapé d'un registre, était devenu le symbole d'une vérité qui refuse de mourir, d'une résistance silencieuse face à la perversion institutionnelle. Ainsi, la tentative désespérée de la famille royale pour anéantir la vérité n'a fait qu'illuminer les recoins les plus sombres de son histoire. Ce qui devait être une élimination discrète, une destruction silencieuse d'archives compromettantes, s'est transformé en la révélation la plus explosive. Le système, conçu pour masquer, avait fini par se trahir lui-même. C'est l'éternelle leçon du pouvoir. L'opacité engendre sa propre chute, et même les secrets les mieux gardés finissent par voir la lumière. L'histoire, comme un fleuve, trouve toujours son chemin. Pour voir la ligne du temps commentée et le plan détaillé des connexions, abonnez-vous et commentez « Je veux la ligne du temps ». La playlist complète de nos enquêtes sur les arcanes du pouvoir vous attend dans le premier commentaire épinglé.